Ce soir, nous accueillons Karim Madani pour son livre « Tu ne trahiras point », consacré au graffiti vandal parisien. Il est accompagné de la comédienne Marie-Cindy Matteo, qui lira des extraits de son livre, et de l'artiste Stézy, qui va réaliser une œuvre in situ pendant toute la rencontre. Très vite, je repère le troisième rail, comme une espèce de longue vipère en acier un peu sinistre. Les sous-sols du métro parisien, c'est du pur gruyère. Il pleut à verse à la surface et des milliers de trous à rats, d'excavations, d'anfractuosités, de galeries percées et de canalisations dégoulinent de flottes polluées sur fond de bites hypnotiques. La goutte d'eau qui s'écrase, répercutée à l'infini, dans un écho souterrain et inquiétant. Ce sont les organes internes de la ville. Je visite les entrailles de Paris. Je suis romancier une partie du temps, mais de plus en plus, je m'intéresse à ce qu'on appelle on en reparlera après, mais ce qu'on appelle la narrative non-fiction. En fait, c'est raconter des faits réels, vraiment documentaires, mais avec les outils de la fiction. Parce qu'à la base, vu que j'étais journaliste dans la presse musicale pendant des années et que j'ai fait beaucoup de... J'étais spécialisé dans les cultures urbaines à Paris et dans la musique afro-américaine. J'ai découvert pas mal de choses dans les années 90 lors de voyages. Et du coup, j'avais accumulé beaucoup de matériaux journalistiques. Mais le travail journalistique m'a épuisé, m'a tué. Donc je voulais revenir sur une histoire de graffiti parce que c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et surtout, c'est un univers que peu de gens connaissent. Il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes liés à cette culture. Et donc, en me plongeant en fait dans cette histoire du procès de Versailles, que j'ai découvert, que je connaissais depuis pas mal de temps, mais que j'ai vraiment découvert avec Comer, du coup, qui est l'artiste l'artiste graffiti, qui est un peu le fil conducteur dans le bouquin. Il y en a d'autres, mais en lisant un peu les dépositions, les PV, en rencontrant des flics de cette cellule de la Gare du Nord, des avocats, tous les protagonistes, je me suis aperçu qu'il s'était passé un truc incroyable. Alors, il faut savoir que cette histoire du procès de Versailles, le procès commence à peu près, on dit en 2000, mais c'est plutôt en 2001. Alors, ce qui se passe, c'est que tout commence par une perquisition. Et dans cette perquisition, qui est autour de stupes, des agents de la brigade des stupes découvrent très important stock de cannabis dans un appartement qui appartient à un type. Donc, et en même temps, ce type, dans son appartement, lors de la perquisition, on va retrouver plus de 5000 photos. Et 5000 photos qui sont assez inhabituelles. Parce qu'il y a du fétichisme un peu partout. Les flics ne connaissent pas du tout cette culture du graffiti. Hein. Mais il y a 5000 photos où on voit des trains littéralement cartonnés, saignés, lessivés, essorés à la peinture, à la bombe. Et les flics des stupes, c'est pas leur cam. Ils sont là pour la drogue. Mais ils donnent le dossier à une cellule ferroviaire de la Gare du Nord et ils disent ça c'est du vandalisme, on ne sait pas trop ce que c'est, ça peut vous intéresser, on vous file le dossier. Et c'est comme ça en fait que la procédure appelée procédure de Versailles va commencer. Et pour la petite anecdote, on est en 2001. Donc 2001, les tours s'effondrent. Et ce qui se passe, c'est que tous les services de renseignement du monde sont sur les dents. Et pendant cette perquisition, les gens les flics ont trouvé des photos de trains défoncés, du cannabis en grande quantité et un exemplaire du Coran. Le type était aussi croyant. Et donc va germer dans l'idée des flics que derrière le graffiti se cache une espèce de un petit consortium de djihadistes. Alors, une idée totalement aberrante. Les flics qui vont s'occuper de ce dossier sont des flics qui viennent du grand banditisme, qui viennent de la lutte contre le terrorisme, et donc ils vont développer tout un arsenal juridique et procédurien avec des filatures, des mises sur écoute, des commissions rogatoires nationales, voire un peu internationales, parce qu'il y a des pays frontaliers. Du coup, pour du graffiti, on peut se retrouver 96 heures en garde à vue, alors que 96 heures, c'est vraiment pour le stup. Donc voilà, c'est un truc... et je me dis que l'histoire est dingue, parce qu'en même temps, quand je m'aperçois qui sont ces graffeurs, je me dis, je le savais déjà, mais je me dis, l'aéropage, en tout cas, de graffeurs qui est convoqué devant la justice, c'est pas du tout ce qu'on pense, en fait. Les trains sont parfaitement alignés. Leurs surfaces métalliques réfléchissent les rayons du soleil.
Ils n'attendent plus que la main sacrée et tachée d'encre du sacrificateur, celui qu'on appelle Comer, venu laver dans l'acrylique puante les péchés de la RATP et d'un système de transport urbain ô combien écarisseur. Tout ce bétail qui se presse dans ces rames étroites. Pas un atome de couleur pour égayer cette sombre comédie urbaine. Heureusement qu'il est là, caché entre deux trappes, à attendre la 25e heure et à redonner quelques couleurs à ces réseaux exsangues. Luc en a presque les yeux qui sortent de la tête, comme le loup de Tex Avery. Il sourit. Il a failli fêter ses 29 ballets en prison. Tu nous parlais tout à l'heure des moyens sans précédent qui ont été alloués donc, pour ce fameux procès de Versailles, des moyens d'habitude alloués au grand banditisme, au terrorisme. Il y a eu aussi une vague d'arrestations assez spectaculaire. Il y a eu 56 prévenus pour ce procès. Est-ce que du coup ça a eu un impact sur l'activité du graffiti francilien à l'époque et aujourd'hui ou... Ouais, bien sûr, ouais, complètement. Ça a mis un gros coup d'arrêt. Ouais, ça a calmé pas mal de monde. La menace de sommes astronomiques, qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chacun des prévenus, a fait que leur vie s'est quand même arrêtée pendant quelques années, sans compter aussi les dépressions, les gens qui n'avaient pas l'habitude du système judiciaire, de la police, se sont un peu effondrés. Là-dedans, il y avait aussi beaucoup de variétés de profils psychologiques assez variés, comme de variétés de profils sociaux très variés. C'est ce qui est aussi fascinant dans cette histoire. C'est des bourgeois parisiens, des journalistes éclairés, des fils de bonne famille qui ont ramené le hip-hop en France. Le hip-hop n'est pas du tout un mouvement qui va toucher les quartiers populaires franciliens, encore moins ceux des autres villes de province. C'est un mouvement qui est assez élitiste, dans le sens où... parce qu'en fait, pour une raison simple, c'est que dans les années 80, enfin, je veux dire, il n'y a pas Opodo, on n'achète pas un billet en 5 minutes sur Internet. Le voyage, déjà, faut se rendre à New York. Tout amateur de hip-hop doit faire son pèlerinage. C'est un pèlerinage et ce pèlerinage-là, en fait, il coûte très cher. Et donc, il y a aussi ce côté... et le voyage transatlantique est un voyage rare. Et seuls les billets coûtent un bras. Et ceux qui peuvent y aller ont un peu... moi, je sais qu'il y avait des gens vendaient un peu dans mon quartier. Hein. Moi, je sais que le gars qui était plus vieux que moi avait vendu un peu de weed pour financer des billets. Et c'est eux qui avaient ramené des vinyles. Mais sinon, c'était que les seuls mecs de milieux populaires comme le mien qui étaient partis à New York. Moi, je connaissais personne. Par contre, c'est vrai que tous ces fils de bonne famille faisaient le voyage, et notamment parce qu'il y avait aussi une connexion avec des journalistes qui étaient implantés là-bas, des gens de magazines comme Actuel, des gens de Radio Nova, des gens comme Bizot, des gens comme... il y avait plein de journalistes, des photographes comme Sophie Bramley, qui bossait qui sera bien future directrice d'un label qui s'appelait De Label, qui est un gros label. Et ces gens-là, en fait, étaient des branchouilles qui voulaient faire un peu cette connexion entre les rappeurs, les gars du punk, de l'électro. Enfin, c'est les années 80, c'est un peu ça. C'est beaucoup de branchouilles parisiens qui vont à New York, qui découvrent cette culture, ou des gens qui vivent déjà sur place, comme par exemple la famille les Cassel, Vincent Cassel et son frère Rockin' Squad, d'Assassins, qui sont déjà sur place, parce que leur mère est rédactrice en chef d'un gros magazine féminin qui est basé à New York. Ou alors, fait très curieux, le petit-fils de la banque Lehman Brothers, Philippe Lehman, devient bandeau, un des taggers les plus acharnés parisiens, une légende parisienne, donc qui est lui-même petit-fils de fondateur d'une des plus grosses banques d'affaires new-yorkaises. Il y a le fils Jospin aussi. Le fils Jospin s'illustre pas mal dans le métro parisien. Il y a le fils d'un haut cadre de la RATP, lui aussi, qui sera d'ailleurs arrêté, mais dont curieusement le dossier aura disparu. Donc on ne le verra pas au procès de Versailles parce que son dossier apparemment a disparu. On va expliquer ça par des fuites d'eau. Un dégât des eaux et ensuite quelqu'un qui se serait trompé, machin. Donc et du coup ces gens-là se retrouvent beaucoup aussi de jeunes étudiants aux Beaux-Arts qui sont fascinés par cette culture, et donc ils se retrouvent avec des j'oubliais, il y a aussi par exemple ceux qui ont attaqué la station du Louvre en 91, la fameuse station. Il y avait un fils d'ambassadeur, je crois qu'il y a le fils de la Chapelière Dior. Faut voir un peu quand même. Et du coup, ces gens-là se mélangent avec des gens comme Comer et ses potes, qui sont vraiment des gens de milieux populaires, de milieux très modestes.
Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des rencontres qui se font. Il y a des grosses rencontres. C'est compliqué au début parce que plein de ces jeunes de bonne famille achètent des bombes et le problème c'est qu'à peine les bombes achetées, ils vont au terrain vague, ils se font dépouiller par des gens qui sont là pour dépouiller des graffeurs et des taggers. Donc il y a beaucoup de conflits, de frictions, mais il y a une espèce de réunion entre deux mondes en fait qui se seraient jamais rencontrés sans le graffiti. Et ça c'est assez fascinant. Tu parles aussi dans cet extrait, dans la recherche d'un blast, justement, de l'importance des lettres, de leur forme, de leur agressivité. Donc en fait, ça nous montre que même si l'intérêt premier du tag, du graffiti vandal, c'est le côté viral, le côté illicite, il y a aussi une certaine démarche, on a l'impression qu'il y a une certaine démarche artistique. Est-ce que tu penses que les graffeurs revendiquent cette démarche, à l'instar du street art, ou pas du tout ? Bah, quand même, il y a eu, dès le début, il y avait quand même les premiers wagons new-yorkais, en 77, 76. Dès le début, il y a quand même, avec des personnages qui sont incroyables, avec des couleurs très flashy. Évidemment, il y a une intention artistique. Alors, faut pas, et ça c'est le graffiti. Par contre, pour la partie tag, il n'est pas nécessaire d'avoir une intention artistique. Le tag, c'est juste c'est une espèce de projection de punition. Pour moi, parce que j'ai entendu beaucoup ce mot-là, punition. Je descends pour punir, je punis la RATP, je punis la SNCF. Même des graffeurs américains disent qu'ils sont descendus dans le métro pour punir. Il y a une espèce de punition et aussi un côté industriel, compulsif du tag. Les tags peuvent être... moi, j'aime bien un tag quand c'est un peu baveux, quand c'est un peu fait à l'arrache, quand ça montre un peu l'urgence du moment. Mais sinon, c'est vrai que sur le graffiti, moi, je pense qu'il y a évidemment tout de suite... Même le graffiti s'est attaqué très vite à la pop culture. On arrive très vite avec des personnages de Vaughan Baudet, des trucs un peu détournés. Je veux dire, alors tous les trucs un peu de la pop culture américaine. Mais on voit aussi que c'est aussi sous perfusion aussi des trucs qu'il y avait avant, les Andy Warhol, évidemment Basquiat. Quand même, faut pas oublier qu'il taguait. Basquiat était un tagueur sous le nom de Samo 61. Et voilà, donc du coup, l'intention artistique est là, qu'on le veuille ou non, même si... et ensuite, alors pour en venir au street art, le street art a institutionnalisé tout ça. Le street art a fait... C'est un peu comme le slam. Les gens qui n'aiment pas le rap écoutent du slam. Le slam, c'est fait pour les gens qui n'écoutent pas... Voilà. Et pour moi, après, voilà, le street art, c'est vraiment l'équivalent du slam pour le rap. Voilà, je veux dire, on a enlevé tout le côté, on a un peu tout ce côté un peu crade, un peu violent, un peu inquiétant. On fait de la poésie avec des alexandrins et c'est super. Le street art, c'est ça. Alors, il y a des superbes pièces, moi j'adore. Hein. Vraiment, je dénigre pas, il y a des trucs incroyables. Mais évidemment, c'est autre chose. Aller faire dans l'urgence une fresque sur un métro en échappant à des métros chiens. De l'autre côté, aller faire un très beau mur dans le 13e qui est super, avec toute l'après-midi. Monsieur le maire qui vous serre chaleureusement la main. Évidemment, c'est deux choses complètement différentes. Mais, encore une fois, il n'y a pas de dénigrement là-dedans. Mais il y a un truc sur le graffiti comme ça, de l'urgence vandale, un peu criminelle, dans le sens criminel, oui, parce que c'est des infractions pénales, dégradation, intrusion, effraction. Moi, qui me plaît plus, qui me parle plus. Oui, ma ville est comme une femme battue qui essaie de couvrir ses hématomes avec des maquillages. Mais quand je regarde ces métros circuler, l'espoir renaît. Ces rames colorées déchirent la grisaille et ce ciel bien trop bas, bien trop sombre. Je pense à l'insaisissable comeur, toujours en mouvement, toujours aux quatre coins de la ville, toujours là où on ne l'attend pas. Je pense à toutes ces huiles de la RATP, quand la régie réclamait sa couronne obsidionale. Sauf que la RATP n'a pas gagné la guerre. La guerre contre le graffiti est aussi absurde et perdue d'avance que la guerre contre la drogue. Paris se dresse, fier et brisé à la fois. Certains disent que c'est la nouvelle Babylone. Le métro aérien longe les bars HLM du 13e arrondissement et j'observe les gigantesques pièces signées Aubet, Fell, Okuda, C215, Cryptique. Je ne les citerai pas tous. Et je me dis que mon Paris populo ne sera jamais un musée figé et que je préfère des fresques sur les murs du bailleur social Paris Habitat plutôt que des murs lambrissés surveillés par des vigiles. Mieux encore, ces pièces ambulantes qui circulent sur la ligne 6, que vous les aimiez,
Que vous les détestiez n'est pas mon problème. Elle hurle, que Paris est en vie. Ce livre est dédié à tous les derniers métropreneurs. Karim Madani.